Tout le plaisir est à moi, M. Zoutani Daba Martin. Je suis très heureux de vous retrouver et de retrouver le plateau de la Télé-Tchad. Makaïla Diebla. Merci Zoutani, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous retrouver, mais également je remercie l'équipe technique qui vous accompagne pour la réalisation de ces débats. Taïrou. Oui, merci pour cette invitation. Je tiens tout d'abord à remercier l'équipe formidable qui est là, qui n'a ménagé aucun effort pour que ce débat soit aujourd'hui une réalité. Voilà, nous finissons par Abel Maïna. Oui, merci pour l'invitation. Et beaucoup de choses ont changé. Les choses ont changé du fait qu'aujourd'hui, nous sommes sur le plateau de la Télé-Tchad. Quelque chose à saluer déjà, parce que c'est un grand changement. Mais est-ce que nous étions des activistes ou nous sommes encore des activistes? Là est la question. Voilà, la question est posée. Pourquoi vous avez décidé de regagner les Bercailles? Nous allons commencer par Abel. Écoutez, c'est notre pays, très naturellement. Et ce pays est constitué de toutes les communautés, de tous les Tchadiens qui sont regroupés sur ce territoire. Et c'est notre pays. Nous sommes sortis dans différentes circonstances. Et aujourd'hui, après 31 ans de règne du feu président Idriss Déby, une page s'est tournée le 20 avril. Et la page s'est tournée où les autorités tchadiennes se sont approchées de nous et ils nous ont dit venez ensemble. Ils nous ont tendu la main et nous avons accepté. Et on ne va pas continuer à critiquer, mais il serait intéressant d'apporter notre contribution à ce processus de dialogue et de réconciliation qui est mis en place. Makaïla. Écoutez, les raisons principales, c'est aussi les enjeux auxquels nous sommes confrontés depuis un certain temps. Les enjeux de relever les défis de la transition. La transition après le décès, la mort, dans les conditions que vous connaissez du président Idriss Déby, il fallait que tous les fils du Tchad se mobilisent pour relever ces défis. Les acteurs de la transition nous ont tendu la main en nous demandant de venir participer pleinement au regard de notre parcours. Chacun de nous a un parcours particulier, notre expérience, notre background. Il fallait apporter cela pour que la transition soit apaisée et que l'inclusivité, le consensus soit respecté. Donc nous pensons que nous, en étant fils du Tchad, après avoir vécu à l'étranger, nous pourrons quand même aider tous les acteurs, que ce soit les acteurs de l'opposition démocratique, la société civile et les acteurs de la transition afin de relever ces défis. Et donc, avec eux, on pourrait également accompagner les attentes de la communauté internationale. Vous savez, la communauté internationale mise énormément sur le Tchad, qui est un verrou de stabilité. Et donc, il faut absolument que nous pourrions mettre notre contribution au profit du Tchad, mais également au profit des partenaires internationaux qui sont très, très souciés sur la question de la stabilité, de la bonne gouvernance et de la paix. Est-ce que Mamad Saleh, Hissène, vous avez un élément à ajouter par rapport à ce qui a motivé votre retour au pays? Oui, le pourquoi du comment en fait de notre venue, je me relève un équivoque. Vous avez parlé en préambule de votre introduction. Des blogueurs, des non, activistes. pas des blogueurs, vous avez parlé en fait des activistes hostiles au pays. On n'était pas hostile en fait, on était dans une divergence d'opinion et vous savez, pour que la démocratie puisse en fait grandir, il faut justement qu'il y ait des divergences d'opinion et de ces divergences, si on peut faire en sorte qu'on aille vers une convergence, ça permet de tirer tout le monde vers le haut et c'est parce qu'il y a eu cette convergence maintenant, via la main tendue du président du Conseil militaire de transition, avec l'aide de ses collaborateurs proches, notamment son conseiller spécial et la CTDH qui a joué un rôle primordial dans le fait qu'on ait accepté cette main tendue. Donc on est venu franchement sans arrière-pensée, sans condition. On s'est dit le Tchad c'est notre pays. Et à un moment donné, il faut amener sa pierre en fait pour permettre à cet édifice de pouvoir aussi grandir à l'instar de ce qu'on voit à travers en fait le monde, tout simplement. Alors vous avez cité la LTDH, la Ligue tchadienne des droits de l'homme, la CTDH. Voilà. Et Makaïla a parlé de la communauté internationale. Alors qui avait engagé le processus pour que vous puissiez accepter de ranger les armes, entre guillemets, et revenir regagner les bercailles? Je pense qu'en fait, la volonté était transversale. On va dire, plusieurs acteurs ont intervenu dans ce processus. Parmi les acteurs internes, il y a la CTDH, avec Mamanour Ibedou,
Mais pour que cela soit possible, il y avait déjà en fait la volonté des autorités de la transition, notamment les PCMT et son équipe proche, qui ont planché sur la question. Et pour qu'il y ait cette liaison entre nous et les autorités tchadiennes, naturellement, la CTDH était notre partenaire. On a toujours travaillé en fait avec Mamadou Ibedou. Quand il s'était agi de dénoncer les violations des droits de l'homme et tout ça, nous on a été toujours en fait prompt à le faire. Et ça venait appuyer ce qu'il faisait en interne. Donc c'est un partenaire en fait traditionnel, naturel, qui ne pouvait que aller dans ce sens-là. Donc et après la communauté internationale, Makaïla l'avait dit, elle est très regardante en fait dans ce qui se passe actuellement au Tchad. Et elle a aussi joué un rôle prépondérant dans notre venue. Donc voilà. Voilà une question qui concerne tout le monde. Chacun de vous va reprendre le sentiment que vous avez eu le 5 décembre dernier, lorsque vous avez foulé le sol tchadien après des années, plus d'une dizaine d'années passées en exil. Mama Saleh. Monsieur Zoutane, je voudrais d'abord revenir sur les raisons qui nous ont amenés à quitter nos familles, le pays où nous a accordé l'asile. C'était en fait la volonté, comme vous l'avez bien dit, que hier nous étions critiques en face de ce régime-là. Aujourd'hui, une vision contraire. Voilà. Aujourd'hui, l'occasion est donnée à tous les Tchadiens. Donc c'est pour cette raison que nous avons accepté cette méthodologie-là et venir contribuer à ces processus-là. Et quelle a été votre réaction, votre sentiment, le sentiment que vous avez eu et en foulant le sol, en regardant vos proches, en regardant les Tchadiens qui sont venus massivement vous accueillir à l'aéroport? C'est un sentiment je dirais, d'estime, d'amour et de la sympathie. Retrouver son pays, sa famille, pendant 24 ans et 2 décennies d'exil, pour vous, pour moi, particulièrement, a témoigné effectivement qu'au Tchad, il y a des gens qui ont prêté une attention particulière à tout ce que nous avons fait à l'étranger et que nous étions quelque part les porte-voix de ces personnes-là. Les gens sont venus de partout, de l'intérieur du pays, pour nous voir, pour nous saluer. Ils ont fait vraiment une file indienne tout au long de notre parcours jusqu'à le soir. Moi, j'étais très touché. Je me suis dit, si c'était pour moi une opportunité de dire à ces gens merci. Merci également à tous ceux qui sont mobilisés. Il a parlé de Mamadou Ahmad Ibedou, la CTDH, qui a joué un rôle important de facilitateur dans ces négociations, de rapprochement des points de vue. Donc nous sommes vraiment très touchés et émus. Et nous l'avons exprimé à la télé Tchad, à l'aéroport, nous l'avons réaffirmé lors de l'audience avec le président du Conseil militaire de transition. Nous sommes très sensibles à cette situation. Donc nous pensons que s'il y a une population écrasante de la sphère tchadienne et attentive à notre parcours, nous pensons que nous sommes redevables à cette population. Et donc nous leur exprimons notre gratitude et nous pensons qu'ils doivent croire en nous, croire également à notre volonté de faire bouger les choses de manière pacifique et apaisée. Abel Maïna, vous étiez aussi ému le 5 décembre? Oui, j'étais très ému par rapport à la situation. Au début, nous nous sommes dit, on tient sincèrement à remercier le peuple tchadien. Le peuple tchadien a exprimé un sentiment de reconnaissance, un sentiment de remerciement à notre endroit pour tout ce que nous avons pu faire. Les dénonciations des différentes souffrances que ce peuple connaît depuis des années et que nous n'avons pas dormi, nous nous sommes empêchés de beaucoup de luxe pour dénoncer et porter haut la voix de ce peuple. Et là, quand nous avons vu des personnes par milliers courir, nous remercier, scander nos noms, nous étions émus parce que nous ne nous attendions pas à ça. Au début, nous étions des parias, nous étions des personnes que les gens ont utilisé tous les termes pour faire de nous des moins que rien. Les membres de nos familles qui venaient même en Occident ne s'approchaient même pas de nous, ne nous disaient même pas bonjour. Même nos amis qui étaient dans la ville ou avaient peur de faire des photos avec nous, avaient peur de tout cela, étaient les premiers à s'afficher avec nous, les autorités et tout le monde. Donc nous nous sommes rendus compte que les gens s'identifiaient en ce que nous faisions depuis. Ils avaient cet effet cathartique à chaque fois que vous vous exprimez. Mais avaient seulement peur. Avaient peur
d'être réprimés. Et que nous avons eu ce sentiment que nous avons fait le bon combat. Nous avons fait le bon combat pour le peuple. Nous n'avons pas fait le bon combat pour nous. Et pour cela, le peuple tchadien l'a exprimé et continue encore à l'exprimer tous les jours, en venant par centaines, nous rendre visite, nous saluer. Et donc aujourd'hui, quand nous sommes arrivés, nous avons vu ce peuple-là, les gens courir par-ci, on a dit, on est arrivé dans notre pays, même pas peur. Et on dit merci à ce peuple-là, choukran à ce peuple-là. Abel Maïna, il y a eu des démarches à différents niveaux pour obtenir votre adhésion à ce retour, à cette main tendue. Et quelles étaient les conditions que vous avez posées au départ? Écoutez, dès l'annonce de la mort du président, différentes personnalités politiques du Tchad ont pris attache avec nous à partir du 24 avril. Et si nous ne sommes pas arrivés parce qu'on était en train de réfléchir et qu'il fallait voir dans quelles conditions. C'est notre pays. Le premier fils du Tchad, c'est-à-dire le président, nous a juste dit, venez. Nous lui avons dit, nous voulons au moins venir avec une garantie de sécurité. Il nous a dit, venez, votre sécurité, je m'en charge personnellement. Et c'était la seule condition que nous n'avons pas voulu signer un papier. Nous n'avons pas dit nous voulons ça, mais juste sa parole. Le fait de dire que je m'en charge personnellement nous a suffi. Nous a suffi de nous engager à venir. Et nous ne sommes pas venus avec des conditions. Et même quand on est arrivé, il nous a dit que lui, il est un militaire. Et le fait que nous ayons fait confiance à juste sa parole, c'est que nous l'avons honoré. Et lui, il va aussi tenir sa parole. Après, les gens peuvent dire tellement de choses, les gens peuvent faire des spéculations, mais nous sommes sereins, nous sommes arrivés avec une seule condition, c'est notre sécurité. Et Dieu merci, pour ceux qui croient, ou pour ceux qui ne croient pas, les autorités tchadiennes n'ont pas manqué à leur parole, et jusqu'à là. Et le reste, nous accompagnons ce processus. Nous ne sommes pas venus avec des mallettes remplies de projets, remplies d'idées ou remplies de quoi que ce soit. Nous accompagnons ce processus et nous encourageons aussi nos frères à nous enjamber parce que si tout doit se faire, si nous devrons discuter de l'avenir de ce pays, on ne peut pas discuter de l'avenir de ce pays loin, c'est au Tchad, où tous les fils du Tchad doivent se réunir et discuter de l'avenir de ce pays. Je rappelle aux auditeurs et téléspectateurs qu'ils sont tous des journalistes blogueurs. Ils ont utilisé des canaux spécifiques pour faire passer le message. Et aujourd'hui, vous êtes au pays. Vous êtes rassuré, comme disait Abel Maïna, que réellement, vous avez, les autorités ont tenu parole. Tout à fait. Merci, je voudrais compléter aussi Abel Maïna. Il y a deux approches. Il a parlé des approches des autorités tchadiennes, notamment des officiels qui ont pris attache avec nous, que ce soit des conseillers spéciaux du président, que ce soit des membres du gouvernement qui ont voulu nous associer à ces processus. Mais il ne faut pas oublier, effectivement, il y a l'Élysée qui nous a reçus. On était reçus à l'Élysée, c'était le 29 avril, je pense. Également, le Sénat français était également mobilisé. Donc, en fait, il y a des acteurs internationaux qui ont jugé important que nous, en tant qu'entité de la diaspora tchadienne... Alors, l'Élysée, c'est la présidence française. Française, exactement. Alors, qu'est-ce que la présidence française vous a promis? C'est une très bonne question qui est pertinente. La France a voulu nous écouter. Quel regard nous portons sur ces relations Tchad-France? Oui, après ces changements. Exactement, après ces changements. Et nous étions assez critiques sur la question de légitimité du CMT, sur la question également de notre... comment nous pensons apporter notre contribution à ces processus de transition. Et donc nous avons fait comprendre aux Français que nous étions un peu méfiants à l'époque. Après, le Sénat français s'est mobilisé, l'Union européenne également. Donc tous ces acteurs nous ont amenés à tendre la main également aux autorités de la transition. Donc venir à cela s'ajoute effectivement l'apport ou bien le lien établi avec les autorités de la transition. Donc à un niveau élevé jusqu'à la rencontre de Paris. Donc je pense que... La rencontre de Paris avec le chef de l'État. Avec le chef de l'État lui-même. Donc il a été, comme disait Abel Maïna, il était quand même conciliant, très attentif. Il nous a donné sa parole. Il vous a rencontré, vous les quatre? Il nous a rencontrés, on était
5 personnes, oui. Ah oui. 4 du Conseil des patriotes de la diaspora tchadienne. Et donc nous, on a cru en elles, en ces autorités, parce que nous avons pensé que c'est le moment où jamais il faut quand même rabattre les cartes, participer pleinement à ces processus. Et donc nous pensons que, Abel disait, les autorités ont fait preuve d'une sincérité qui n'est pas critiquable par rapport à notre plateforme individuelle, notamment le blog, etc. Effectivement, le président nous a garanti que vous pouvez faire des critiques constructives. Et donc nous pensons qu'à travers des analyses politiques, à travers même des propositions, de suggestions, nous pourrons quand même un journaliste par principe c'est un observateur de la scène politique, ou bien de son environnement. Et donc nous sommes observateurs de la scène politique, observateurs également de notre environnement. Nous pensons que s'il y a des manquements, on pourrait peut-être dire qu'il ne nous a pas empêché de pouvoir apporter des critiques positives. C'est dire que depuis que vous êtes là, vous avez maintenu votre ligne éditoriale, hein, Monsieur Hissène Tahirou. Pour le moment, en fait, j'aimerais d'abord, avant de répondre à votre question, revenir sur le sentiment. La question précédente. Voilà. En fait, je dois avouer que j'étais animé d'un sentiment un peu ambivalent quand on a atterri sur le tarmac de l'aéroport Hassan Diamous. Oui. Parce que ça faisait plusieurs fois, 2 décennies, que je n'avais pas foulé le sol tchadien et il y avait une part d'appréhension dans cette décision, mais il y avait aussi en même temps un sentiment de fierté et d'apaisement intérieur que je ne saurais décrire là, qui m'habitait. Donc c'était vraiment ambivalent. Et quand j'avais vu en fait l'accueil triomphal de nos amis et de tous les Tchadiens, de toutes les souches de la société, franchement ça m'a conforté dans cette décision qui aboutit à notre arrivée. Je me suis dit, on avait fait vraiment le bon choix. Et ça vous donne l'espoir que... Et quelque part, ça m'a aussi amené à réfléchir sur le fait que l'activisme qu'on faisait avait créé quelque part des émules. Parce qu'il y avait des jeunes, on avait impulsé une certaine idée en fait de la façon dont la chose publique et politique doit être vue par la population. Parce qu'il me souvient que dans le temps, quand il s'agit de questions politiques, les jeunes Tchadiens n'étaient vraiment pas intéressés. Pour eux, c'était des questions qui n'étaient pas primordiales. Et là, depuis quelques années, via les petits activismes qu'on faisait et qu'on fait, il y a une prise de conscience. Il y a une conscientisation citoyenne qui est née dans le pays et même à l'étranger. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on peut capitaliser de façon modeste. J'ai dit ça en toute modestie. Hein. Donc voilà, les sentiments qui m'habitaient quand j'ai vu ma terre natale. Voilà, j'étais un petit peu bouleversé. Voilà. Personnellement, je suis en stand-by. Je suis en train de savourer le moment présent. Et réfléchir également. Et réfléchir justement. Parce que je me suis dit, si on se jette comme ça de façon précipitée à commencer à émettre en fait, comment dire, des articles et tout, peut-être qu'il y aura des choses qu'on ne saura pas maîtriser. Donc pour le moment, on est dans l'expectative, mais une expectative productive, parce qu'on est vraiment dans l'analyse. Vous voyez ? Expectative très actif. Très active aussi. Oui. Donc on analyse, on observe. Et peut-être qu'après, on reviendra avec des choses plus percutantes. Oui. Le chef de l'État, il est d'une grandeur d'esprit, au point où, quand nous étions avec lui à la présidence, il nous a dit, n'arrêtez pas de critiquer. C'est vrai. Oui. Continuez ce que vous faites et faites-le de façon objective. Oui, des critiques objectives et constructives pour nous permettre de pouvoir avancer. Et nous, aujourd'hui, on voit, on observe. C'est juste que notre ligne éditoriale, c'est ce que nous avons toujours fait. Notre ligne éditoriale ne changera pas. Peut-être que nous allons être peut-être des acteurs d'une façon ou d'une autre. Mais quand les choses ne nous plairont pas, nous allons toujours les dire. Nous allons toujours les dire parce que notre liberté de penser, on ne permettra à personne, je dis bien personne, de nous enlever ça. Aujourd'hui, on est dans un très bon bâtiment qui est la Télé Tchad, qui fait partie des meilleurs bâtiments du monde, des médias. Oui. Je dis l'un des meilleurs. Mais par contre, il y a la télévision. Avant, j'ai observé, mais j'ai mes critiques par rapport à cette télé. Pourquoi cette maison, qui a tous ces beaux appareils, qui a tout ça, produit des choses pas du tout acceptables, qui ne reflètent pas l'image de ce bâtiment. Oui. Pourquoi cette télévision, avec tout ce qu'on a là, on n'a pas envie de regarder la télé à l'extérieur? Et ça, et là, vous changez par exemple le contenu des messages que vous voulez faire passer. Ça. Donc la Télé Tchad, elle est beau,
elle est belle, avec tout ce qui est bon. En tout cas, nous avons beaucoup de sujets, hein, l'incivisme de la population, il y a des journalistes qui sont là. Et pourquoi Ah. la télé Tchad n'est pas aimée? C'est tout simplement parce que le travail n'est pas peut-être fait normalement. Et ça, c'est des critiques que je profite pour dire ça, que je suis surpris de voir cette télévision avec tout ça, et qu'elle ne puisse pas produire des bons trucs pour nos amis de l'étranger. Vous voulez des critiques? Voilà, monsieur. Mamad Sall et Daoud, vous étiez des journalistes, vous avez commencé à exercer votre métier ici. Au départ de votre position, à l'étranger, c'était quoi? C'était d'abord les études, ou bien vous vous êtes retrouvé par contrainte? Vous savez, monsieur, je ne suis pas étranger hein, à la maison. J'ai commencé d'abord à travailler à la télé, puis à la rédaction. Je vous ai retrouvé comme sous-directeur là-bas à l'époque. Puis j'ai été détaché à la fonction publique comme chargé de communication. Bon, en fait, tous ces passages m'ont donné encore le courage de dire qu'il y a beaucoup de choses à changer. Oui. Et à cette époque-là, c'était pas le bienvenu en fait ici, parce que Nile Info que j'anime aujourd'hui comme site, à l'époque était un journal ici. Ça, j'ai même Nile Info à Paris 2 fois avant que je quitte le Tchad. Donc c'est pour cette raison que je suis parti et en France et rester comme activiste et continuer à animer Nile Info. Tout en restant dans ma mission en tant que journaliste qui est de sensibiliser, informer, conscientiser la population. Dans ce processus. Voilà. Donc c'est pour cette raison que je suis parti. Donc vous ne regrettez pas d'avoir opté pour se mettre à retrait et puis... Absolument pas, voilà. Absolument pas. Aujourd'hui, je me dis, je suis fier de ce que j'ai fait parce que avec mes camarades, hein, nous avons pu de loin critiquer certaines choses, dénoncer quelque chose, et ça a aussi donné un peu de courage à certains de nos camarades activistes qui sont ici, d'emboîter le pas, et ce que aujourd'hui nous a valu de venir et continuer à donner en fait de nos petits savoirs sur ce processus de pour avancer, hein, vous avez été reçu 2 fois par le chef de l'État, et la première fois la main tendue exprimée à l'étranger, et après vous étiez reçu tout dernièrement ici au pays. Et y a-t-il des promesses particulières, surtout la dernière audience? Écoutez, nous sommes venus dans la logique selon laquelle l'une des priorités et la plus urgente, c'est de pouvoir participer pleinement au processus. Le chef de l'État, en nous recevant à Paris, il nous a dit, écoutez, vous rentrez chez vous, vous avez pleinement la liberté soit de nous aider, soit d'ouvrir votre média, ou bien de vous impliquer dans la vie politique, associative, etc. Et donc c'est déjà la première garantie. La deuxième garantie, c'était la garantie sécuritaire. La garantie sécuritaire, il nous a dit, carrément, il dit, écoutez, rien ne peut se passer au Tchad. Vous allez venir rentrer chez vous. Et donc sachez que parmi nous, nous avons pratiquement le statut de réfugié politique en France. Et donc, lui, il nous a garanti, et donc c'est une parole qui l'engage. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est aussi effectivement la position des paris, hein, la France qui nous a encouragés, motivés de pouvoir venir, parce que pour elle, il faut que cette entité participe pleinement dans le cadre de l'inclusivité du processus. Et donc la deuxième audience s'était tenue ici à N'Djamena. Et même dans la deuxième audience, je pense que le chef de l'État a réaffirmé, a confirmé sa volonté de nous accepter avec cette opinion plurielle, hein, de pouvoir aider, parce qu'il est dans une logique. Moi, j'ai fait une analyse de sa personne lui-même, hein. C'est aussi l'humilité, sa sincérité, qui voulait vraiment faire évoluer les choses et qu'il a besoin des gens pour l'aider à avancer. Et donc nous pensons en lui, nous croyons effectivement à sa vertu et sa parole. Et au-delà de toute autre considération, c'est le Tchad qui nous unit. Ça, c'est le mot que lui, il a dit, malgré les divergences. Il souhaite que les fils du Tchad soient impliqués à tout le processus. Et donc, c'est dans l'heure que lui-même, qui dirige aujourd'hui cette transition, nous donne sa parole, nous ne pouvons que courir en lui. Et je pense qu'il y a une volonté sincère de sa part de pouvoir faire quelque chose, et nous pensons que cette transition mérite d'être soutenue et aidée avec un regard bienveillant de la communauté internationale. Après avoir passé quelques jours, quelques semaines déjà au pays, vous avez réfléchi, vous êtes rentré en vous pour vous poser des questions, et peut-être à travers les réponses que vous avez obtenues, avez-vous eu un peu de regrets? Écoutez,
moi, je viens dans une capitale et nous observons des choses. Il y a tellement de choses à espérer changer dans ce pays. Est-ce qu'on peut les changer en 18 mois? Est-ce qu'on peut les changer en 2 ans? Est-ce qu'on peut les changer longtemps? C'est toutes ces questions que, en observant les gens, nos familles qui viennent des diplômés ou surdiplômés, qui viennent vers nous, qui ne sommes que des activistes, et ils viennent avec tellement de diplômes, tellement de dossiers pour nous dire « aidez-nous, trouvez-nous des solutions ». Et on se dit « mais ce n'est pas notre rôle, mais qu'est-ce qu'on peut faire à toute cette misère que les gens ont laissée comme ça. Ce pays producteur de pétrole depuis 17 ans, comment se fait-il que ce pays, il manque encore de l'électricité dans la capitale? Comment nous, on peut aider ce pays? Comment on peut faire en sorte que cette jeunesse qui est dynamique, active, parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que cette jeunesse qui nous regarde et qui nous lit sur des réseaux sociaux se décarcasse pour nous lire et charger son téléphone parce qu'il n'y a pas d'électricité, Internet coûte très cher. Comment on peut faire en sorte d'arriver à résoudre ce problème? Comment faire en sorte que ces jeunes qui sont diplômés et qui n'ont pas de boulot et qui deviennent des clandomanes, alors que de l'autre côté, il y a le népotisme. Il y a des gens qui ne méritent pas mais qui occupent des postes. Comment on peut faire en sorte de les aider? Comment on peut faire en sorte que les femmes puissent avoir leurs droits dans ce pays? C'est toutes ces questions que nous nous posons. Nous disons que le chantier, il est grand. Il est énorme. Nous ne sommes pas venus avec des solutions miracles. Mais il va falloir que les Tchadiens puissent se dire que la France ne s'est pas construite en 2 jours. La France ne s'est pas construite en 18 mois. Mais il faut que chaque Tchadien mette sa main dans la pâte. Que celui-là qui a de l'argent à la maison puisse sortir cet argent pour créer des emplois, afin de développer ce pays. Que celui-là qui est à l'étranger, qui est expert en comptabilité ou expert en informatique, vienne pour résoudre le problème de connexion pour les Tchadiens. Que celui-là qui a des armes et qui est à l'étranger, comment on peut faire en sorte qu'il vienne au pays, qu'il puisse mettre sa connaissance en armement et que le Tchad ne puisse plus acheter des armes ailleurs, mais qu'on puisse peut-être être un pays fabricant d'armes comme les autres. Donc c'est tout cela que nous sommes en train de voir et nous nous disons qu'il faut faire appel à tout le monde, que chaque Tchadien puisse se mettre en avant pour ce pays. Et le chef de l'État, aujourd'hui, il a commencé par faire. Il a dit, vous criez, vous parlez, venez proposer, asseyez-vous, pourquoi vous êtes en colère? Pourquoi vous êtes en colère? Et c'est le moment de dire pourquoi nous sommes en colère. Et nous sommes arrivés, et on a vu tellement de misère dans ce pays. Et je pense que ce pays ne mérite pas cette misère-là. Et cela prouve effectivement que vous êtes convaincu, étant au pays, vous pouvez apporter votre pierre pour la construction de la nation tchadienne. Alors, vous qui êtes déjà là, monsieur Hissène Tahirou, certainement vous avez des contacts avec ceux qui sont encore hésitants, ceux qui sont pessimistes. Est-ce que de temps en temps, vous communiquez avec les Tchadiens qui sont à l'extérieur pour relayer le message, parce que vous avez touché du doigt la réalité? Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez eu des contacts? Quels sont les sujets que vous évoquez avec ceux-là? Est-ce que ce sont les mêmes sujets? Il y a la réalité, il y a la volonté? Écoutez, c'est vrai qu'en fait, notre venue a suscité un certain, comment dire, intérêt d'un certain nombre de compatriotes qui sont dans la même démarche que nous et qui sont éparpillés un peu à travers le monde, en Orient, aux États-Unis, Canada et en France. Et donc nous communiquons avec eux de façon, on va dire, pas très régulière, mais on a des remontées des informations en ce qui concerne cette situation. Et je pense que dans un futur proche,
il y aura peut-être une deuxième vague d'activistes, de personnes qui sont vraiment impliquées dans les processus de conscientisation citoyenne, qui sont à l'extérieur, qui vont suivre votre exemple, qui vont suivre. Et je pense que Makaïla, Abel l'ont dit, je pense que je vais insister là-dessus. La base de la confiance qui a été scellée entre nous et le PCMT fera en sorte que justement ceux qui sont derrière, si les traitements, que nous attendons sont à la hauteur de ce qui a été dit, je pense que ça va se faire assez naturellement. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Oui. Je voudrais rebondir à ce qu'il soulevait tout à l'heure. Tout dépend de... Nous sommes devenus quelque part de cobayes. Hein. On sont venus sur le terrain, on a été envoyés comme des éclaireurs. Et tout dépend effectivement du traitement, comme il évoquait, ici sur place, qui sera réservé aux activistes, aux militants qui sont actuellement et qui veulent pleinement s'associer au processus. Je pense que les autorités doivent être conscientes à cet engagement, hein, qui est notre engagement à nous de participer, et leur volonté également de nous ouvrir effectivement les portes et de pouvoir les aider pleinement. Nous, on avait dit, lors de toutes les audiences, la possibilité de responsabilisation. Parce que quand tu es dans un pays, il faut être responsabilisé. Quand on est responsabilisé, on aura le mandat légitime et légal de pouvoir aller vers ces gens qui sont, comme vous le dites, encore hésitants, je dirais, hein, qui sont encore hésitants et qui sont en train d'observer depuis Bruxelles, à Paris, au Canada et un peu au Moyen-Orient. Et ils disent, écoutez, les Makaïla, elles sont là, on va les observer. Donc, ils observent à la fois nous, qui sommes sur place, et la communauté internationale également observe. Parce que vous savez, quand on était venu, il y avait aussi des partenaires internationaux qui sont mobilisés à l'aéroport de N'Djamena pour nous accueillir, pour nous attendre. Donc, en tout cas, la question pourrait être peut-être posée aux autorités de la transition, c'est qu'elles pensent nous réserver une fois qu'on est ici. Donc, nous pensons que c'est l'opportunité, à ces débats, de lancer un appel à tous les fils du Tchad de pouvoir rejoindre leur pays, et en plus aux autorités également de respecter leur engagement par rapport à notre venue. Je pense que c'est ça. Alors, sincèrement, c'est vrai que Abel a brossé un tableau, a peint un tableau un peu sombre de la situation du pays, mais avec un peu de sincérité, quels sont les éléments positifs que vous avez constatés après avoir foulé le sol tchadien? Écoutez, moi je pense que je vais ajouter comme complément. Les éléments positifs, c'est également, on a constaté en circulant dans la ville d'N'Djamena, nous sommes très suivis par les acteurs politiques de ces pays, mais également suivis par la population tchadienne, qui est à travers la radio. Donc nous pensons, nous avons constaté également une nette amélioration. Le route, la circulation qui était à l'époque bouchée, on sent effectivement qu'il y a une fluidité dans le transport. À l'époque, moi qui habite à Bololo et qui partait vers Moursa, j'ai vu il y a vraiment des échangeurs, on dirait, qui ont été construits. Donc je pense que les autorités de l'époque ont quand même posé des actes et celles-ci doivent l'améliorer, les renforcer. L'améliorer, les renforcer avec tout l'ensemble des acteurs, de la société civile, l'opposition démocratique, les hommes des médias, tout le monde doit être impliqué pour relever ces grands défis-là qui nous attendent. Vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cet élément positif? Moi, je dirais que la positivité dans cette... la positivité, c'est qu'on a déjà des jeunes, une nouvelle classe dirigeante. Et cette nouvelle classe dirigeante veut faire mieux et bon. Vous faites allusion à la classe politique? À la classe politique, à la classe politique le CMT déjà. Oui. L'ensemble du CMT, je pense que il y a quelque chose de positif parce que pendant longtemps, on ne veut pas discuter, on ne veut pas négocier. Mais maintenant, le CMT veut discuter avec tout le monde. Ils avaient la possibilité de dire que non, ils ne discutent pas. Ils gardent le pouvoir et puis on va rentrer dans on va continuer le cycle qui perdure depuis 58 ans, si on parle des premières révoltes. Mais ils disent que non, il faudrait avancer. Ça, c'est déjà côté politique qu'il y a une avancée à ce niveau. Bon, il y a quelques retouches et nettoyages à faire, bien évidemment. Parce que moi, je suis plus du côté de jeunes. Il y a un peu de nettoyage à faire avec ceux-là qui ont foutu ce pays dans cette situation depuis 58 ans. Mais par contre, en termes d'infrastructure, oui, il y a beaucoup d'avancées qui se sont faites. Il y a beaucoup d'avancées. On a vu que N'Djamena, la circulation est devenue plus fluide. La capitale, elle a agrandi. Le centre-ville de N'Djamena est devenu un peu propre.
Mais il y a des efforts à faire. Il y a des efforts, on a vu des bâtiments aujourd'hui, on peut être fier de beaucoup de bâtiments, et comme on a vu, l'ONAMA aujourd'hui a un très très joli bâtiment, dont on serait fier de ça, et je pense que je vais mettre ça sur mon profil d'ailleurs même. On a vu beaucoup d'autres hôtels, beaucoup d'autres choses qui sont en train de se faire. Mais, je dis bien mais, comme l'a dit Aimé Césaire l'a dit dans la tragédie du roi Christophe, je demande trop aux hommes mais pas assez aux nègres. Donc moi je demande trop peut-être, mais je ne demande pas assez à nos gouvernants. Ils doivent encore faire plus d'efforts, parce que ce pays-là, on doit être fier de ce pays. Et pour être fier de ce pays, il va falloir que chaque Tchadien puisse mouiller le maillot et puis se battre à fond pour que ce pays puisse briller, parce que ce pays ne mérite pas de briller comme on l'a vu simplement comme ça. Il mérite de briller encore plus, et qu'on soit fier, qu'on ne parle pas seulement du Tchad en termes de guerre, du Tchad qui a envoyé des soldats au Mali, de Tchad, mais non, qu'on parle du Tchad touristique, qu'on parle du Tchad sportif. C'est ce Tchad-là que nous voulons. C'est ce Tchad-là que nous voulons. C'est pas un Tchad où il n'y a pas de terrain de football, c'est pas un Tchad où il n'y a pas de terrain de basketball, c'est pas un Tchad où en saison de pluie, l'eau passe devant Avenue Condol avec des pirogues. Voilà, c'est ce Tchad-là, on veut un Tchad nouveau. Oui, est-ce que ce n'est pas parce que les jeunes ont une part de responsabilité, peut-être la jeunesse est un peu amorphe, la jeunesse n'ose pas, la jeunesse ne prend pas des initiatives, Monsieur Hissène? C'est une question très intéressante. Je pense qu'il aurait fallu la poser à l'envers. Oui. Moi, je pense vous pouvez reformuler la question et apporter des éléments. Moi, je pense qu'en fait, la jeunesse, en fait, elle est la victime dans ce pays-là. Et on ne peut pas poser la question en ces termes. La jeunesse a été toujours laissée pour compte. Aujourd'hui, quand vous voyez, comment dire, la classe dirigeante, je ne parle pas en fait de... Est-ce que vous pensez que la jeunesse est étouffée, elle n'a pas l'occasion de... Elle n'est même pas impliquée. Elle n'est pas prise en compte dans les problématiques en fait, des développements. On essaye de faire en sorte qu'elle n'ait pas un mot à dire. Et ça ne peut pas être acceptable. Un pays qui ne compte pas sur sa jeunesse est un pays qui va en perdition. Parce que la jeunesse, c'est le fer de lance en fait, d'une société. Si vous regardez aujourd'hui, le pays comme le Rwanda, s'ils sont arrivés à relever ces défis, parce qu'ils ont responsabilisé de façon massive les jeunes. Ils ont été chercher des jeunes rwandais qui étaient à l'étranger, la diaspora notamment, et aujourd'hui, franchement, le pays a amorcé un développement, on va dire, qui est enviable. Donc, je pense que la jeunesse dans ces pays-là n'a jamais été au centre des préoccupations de nos dirigeants. Et je pense que la chance qu'on a aujourd'hui d'avoir un président de la République qui est jeune permet justement de recentrer les choses et de faire en sorte que la problématique de la jeunesse soit au centre des préoccupations majeures qui vont impulser le développement de ces pays-là dans les 50 ans à venir. Alors, oui, Mamad Saleh, Makaïla, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Vous partagez l'opinion de... Justement, la problématique, ou bien la thématique de la jeunesse, et Abel évoquait aussi la thématique de la femme, qui sont inscrites dans l'agenda des Nations Unies. Si jamais on veut apaiser un pays, c'est aussi l'employabilité. Donc les jeunes Tchadiens ont droit à être insérés dans le tissu professionnel. Or, on a l'impression que tout ce qu'on a vu depuis notre arrivée, on a vu une jeunesse, comme vous l'avez dit, certes amorphe, parce qu'il y a une situation de pesanteur sociologique qui fait que cette jeunesse n'a pas été impliquée à tout le processus, de développement. Et la préoccupation soulevée par Hissène tout à l'heure est légitime. Il faut absolument qu'il y ait des questions urgentes. C'est-à-dire l'emploi est une question urgente, est une question prioritaire. Il faut que les gens soient vraiment insérés dans le tissu social, professionnel, etc. Or, si les autorités de la transition, ou bien les autorités précédentes n'ont pas pensé à ça, il faut absolument le corriger. La thématique de la femme est une thématique aussi majeure. Il faut absolument que les autorités de la transition l'inscrivent effectivement dans leur agenda en attendant le dialogue politique national qui va circonscrire tous les débats nationaux, les préoccupations de la société. Pour le moment, ce qui est urgent, c'est de pouvoir trouver des réponses adéquates. Et vous avez raison, si une jeunesse amorphe, c'est parce qu'elle n'a pas été suffisamment impliquée. Et donc terrorisée également aussi, donc peut-être qu'elle est chez elle. Donc je pense que maintenant, il est temps que les gens essaient de corriger ces vides et de les combler rapidement avant le dialogue politique national.
Oui, Mamassal et Daoud, le fait par exemple d'octroyer des crédits à des jeunes et augmenter le quota des femmes dans les différentes instances de la République, est-ce que cela n'est pas une avancée significative qu'il faut reconnaître honnêtement? Vous savez... Parce que nous touchons les deux domaines, hein, la jeunesse et la femme. La genre féminine, oui. Oui. En fait, vous savez, il y a toujours une avancée. Hein. Il y a toujours... c'est quelque chose... Aujourd'hui, si on compare le Tchad d'hier, disons seulement de 2010 à celui d'aujourd'hui, il y a une avancée. Mais seulement, il faut poser les pour et les contre de cette avancée-là. Est-ce que c'est l'avancée qu'on a voulu pour la jeunesse et pour la femme, ou c'est quelque chose... Voilà. Donc pour moi, en fait, aujourd'hui, quand vous parlez de la jeunesse a été au centre même de la politique dans les années 2010. Quand on parle des fonds qui a été alloués sur les téléphonies mobiles, qu'on enlève 10 francs à chaque fois. Mais après 10 ans, qu'est-ce que ça a donné? C'est ça qu'il faut... Maintenant, pour moi, aujourd'hui, on est en phase d'une situation où il faut maintenant revoir le passé, tenir compte du passé. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez dans la rue, hier ou avant-hier, c'est les jeunes diplômés sans emploi qui sont dans la rue et qui manifestent pour chercher l'emploi. Donc pour moi, aujourd'hui, la nécessité, il faut, pour réussir en fait cette transition et ces processus de dialogue, il faut d'abord mettre ces deux sujets-là dans leur contexte. Vous avez évoqué tout à l'heure la question de représentativité des jeunes et des femmes dans les institutions, c'est ça? Oui, surtout les femmes. Surtout les femmes. Il faut que les critères de représentativité soient quand même objectifs et pas placer n'importe qui à la place qu'il a. Donc moi je pense là, il faut donc assurer la formation. La formation, la relève, etc., la mise à niveau. Tout ça, les questions de ressources humaines doivent vraiment être notre préoccupation et la préoccupation également des acteurs institutionnels. Sans cela, je pense qu'on va quand même avoir des déficits et des limites. Il faut que nous, comme vous l'avez dit, on est des forces de proposition. Les gens sont là parce qu'ils estiment qu'ils pourront apporter leur contribution. Donc je pense que les autorités de transition doivent prendre en considération la présence en N'Djamena de ces acteurs et qui pourront éventuellement apporter leur modeste contribution. Alors, chers invités, nous avons une question préoccupante parce que c'est une question qui concerne l'avenir du pays. Vous avez, c'est vrai, contribué d'une manière ou d'une autre à partir de l'étranger à la construction de ce pays. Aujourd'hui, nous avons tout un chantier. Nous attendons le dialogue national et nous attendons également des élections à différents niveaux. Et dites-nous, est-ce que vous avez des projets par rapport à ces différents processus, hein, le dialogue national? Est-ce que vous avez des projets chez SN? Il serait, comme on appelle, un peu démagogique. Peut-être hasardeux. Ou peut-être hasardeux, oui. de vous dire qu'on n'a pas une idée précise en fait de ce qu'on va apporter dans ces processus en fait de transition et notamment pendant le dialogue national inclusif. On va apporter, comment dire, notre façon de faire, notre sincérité, ça c'est important, ça on l'avait dit aussi au chef de l'État. Je pense que ce dialogue, franchement, ça sera une première. Ça ne sera pas comme les dialogues précédents qui étaient... De 1993. Voilà, qui étaient des simulacres de dialogue. Là, on va dans un dialogue dont les gages, en fait, de l'inclusivité sont là devant vous. Si nous, on a accepté de venir à ce dialogue parce que vraiment, on estimait qu'il était inclusif. Oui. Et d'autres acteurs qui étaient à l'époque des dissidents vont rejoindre le processus et ça fera en sorte que le débat et les questions qui vont être abordées les seront sans tabou. Donc là-dessus... oui. Abel Maïna, vous avez 2 minutes Oui, moi je pense que pour la question de l'inclusivité de ce dialogue qui va avoir lieu, on ne peut pas dire non que cela ne serait pas inclusif. Nous avons déjà amorcé l'inclusivité de ce dialogue. Il y a des signes. Ceci, c'est notre présence. Et la présence des politico-militaires qui vont se retrouver bientôt pour le pré-dialogue. Et je pense qu'on ne pourra plus dire que ce dialogue n'est pas inclusif. Et par contre, il y a des choses certainement à améliorer.
dans ce qui est mis en place, il faut les améliorer. Mais comment les améliorer? On ne viendra pas donner un coup de pied dans la fourmilière, mais il le faut. Il le faut parce que ces choses-là, aujourd'hui, ce dialogue est géré par des gens, des personnes qui veulent diriger le Tchad demain, qui veulent être candidats aux élections présidentielles. Donc ça fait que ces personnes qui sont des politiques, ils faussent tout parce qu'ils font, tout ce qu'ils font, c'est avec des calculs. Des calculs pour se repositionner après. Je parle de CODNI, je parle de CNT et autres, et CTS. Mais l'idée, c'est qu'il faudrait que ce soit des personnes qui travaillent sans intéressement, sans vouloir dire que nous travaillons pour être demain, garder les choses en main. Donc il faudrait que le chef de l'État, qui est très attentif par rapport à ça, essaye de voir, d'être encore plus vigilant pour que les choses ne soient pas prises en otage uniquement par les hommes politiques qui font que des calculs politiques. Voilà. Je pense que nous avons fait déjà le tour des différentes questions, mais il y a une question importante qui concerne l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes. Il y en a qui n'utilisent pas à bon escient. Justement, les réseaux sociaux doivent être utilisés dans le sens de la cohésion sociale, dans le sens de l'unité nationale, et que l'Internet doit être démocratisé. Il faut que les jeunes tchadiens aient accès à l'Internet. Et donc, si jamais les autorités pourront aider à améliorer la situation, l'accès à l'Internet dans ces pays, cela pourra nous aider effectivement à permettre à ces jeunes de s'approprier de manière positive. Et nous pensons que nous allons utiliser nos réseaux internationaux pour que des acteurs viennent former ces jeunes-là afin de pouvoir... Surtout les fake news. Enfin, les fake news, etc. Et de lutter également contre les fake news qui pourront ébranler un pays. Et donc nous pensons qu'avec notre expertise, nous pourrons aider les jeunes tchadiens à comment utiliser l'Internet ou bien les réseaux sociaux pour pacifier ces pays, parce qu'il y a fait beaucoup de choses ont été dites, même contre nous qui avons à un moment donné le monopole des réseaux sociaux. Et nous pensons qu'à travers notre visage pluriel, on pourra aider les jeunes à améliorer leur utilisation des réseaux sociaux. Alors, Internet n'a pas été que négatif. Internet a été très positif, surtout dans le processus de démocratisation du Tchad. Il y a des failles comme tout, mais Internet, des autres pays, mais Internet a été beaucoup plus positif pour la démocratisation du Tchad. Après, il y a des choses qui ne sont pas tous positifs, mais Internet a été plus positif pour ce pays. C'est une outil de mobilisation aussi. Merci beaucoup. En regardant le groupe, Mamad Saleh Daoud, vous êtes le Benjamin de ce groupe. Je suis plutôt le Benjamin. Nous allons donc donner la parole au Benjamin du groupe Abel. Fixant la caméra, dites en 2 mots, votre dernier mot, le message du groupe. Voilà. Peuple tchadien, ce pays nous appartient. Et le dialogue, on ne peut pas réussir une transition sans dialogue. Le changement est amorcé depuis le 20 avril. Venez, tenons-nous par les mains. Parlons de ce qui nous choque. Parlons de ce qui nous énerve. Parlons de ce qui nous divise. Venez et dialoguons pour ce pays. Le message est passé. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Le débat est sur un thème précis, processus de réconciliation nationale, retour des activistes de la diaspora. Nous les avons reçus, ils se sont exprimés à cœur ouvert. Merci une fois de plus et rendez-vous prochainement. Au revoir.